Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur des gens le désir de la mer. Antoine de Saint-Exupéry. C'est beau, hein? Ça nous sert de point de départ pour le thème de la coopération et ça met en évidence le point central de la coopération, le but collectif. Je vous demanderai de penser à un but que vous poursuivez avec un groupe de personnes. Ça peut être au travail, dans un projet professionnel, ça peut être à la maison, dans votre vie personnelle. Pensez à ce projet-là, cherchez c'est quoi le but que vous poursuivez et que les autres poursuivent aussi. Je vous présente 4 observations d'une autrice qui s'appelle Samantha Slade, qui a écrit un livre fort intéressant sur le sujet. En 2018, elle s'appelle Going Horizontal. Elle nous propose 4 éléments. On les survole ensemble. Premier élément, préciser le but. Deuxième élément, inviter plutôt que d'insister quand on veut embarquer des gens dans le projet collectif. Troisième élément, la conscience collective du but. Faire en sorte que tout le monde qui se joint au projet ait le but bien en tête. Puis finalement, elle nous donne des pistes pour gérer des conflits. Tout d'un coup, on ne partage plus tout à fait le même but dans l'équipe, ou nous-mêmes, on a des conflits entre des buts qu'on poursuit à l'intérieur de nous. Alors, elle nous donne des pistes pour gérer ça. Pensez à votre but. Pensez à ce qui est clair dans votre but, dans le but d'un projet collectif. Comment est-ce que ça pourrait devenir flou? Puis à l'inverse, ça se peut que vous pensiez à un projet collectif, vous en faites partie, au travail ou dans votre vie personnelle. Puis le but vous paraît pas si clair que ça. Premier élément important, préciser c'est quoi le but. Plusieurs stratégies pour y arriver. On peut se demander simplement, c'est quoi le but? Pensez-y là en ce moment, c'est quoi le but que je poursuis dans ce projet-là que je fais avec d'autres personnes? Ensuite, vous pouvez vous demander c'est quoi l'origine du projet? Quand est-ce que c'est né ce projet-là? Je pense à un projet collectif auquel je me suis joint en 2001. L'organisme s'appelait Alert ISLEA. C'est un projet collectif d'opposition à la zone de libre-échange des Amériques. Ça faisait déjà quelques années que le groupe était créé. Puis, tranquillement pas vite, l'objectif est devenu de moins en moins clair dans le groupe. Comment vous vous êtes senti quand vous avez joint ce projet-là? C'est quoi les sentiments qui vous habitaient? C'est quoi les espoirs? Comment vous imaginiez que vous alliez changer le monde? Autre élément, c'est quoi le potentiel que vous voyez dans le projet collectif en question? Dans des cas particuliers de projets avec un objectif qui est devenu flou, vous pouvez utiliser l'écriture automatique. Vous vous posez la question, c'est quoi l'objectif du projet? Puis vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête sans vous censurer. Des fois, ça peut être une page et demie, puis il y a des éléments qui peuvent ressortir là, dans le but, puis ça peut aider à préciser le but. Le deuxième élément important, c'est d'inviter plutôt que d'insister. Quand on veut embarquer quelqu'un dans le projet collectif, ou dans le projet, on va parler à quelqu'un, puis on veut confier une tâche, si on insiste, on enlève un peu l'impression à la personne qu'elle choisit. Quand on a l'impression qu'on choisit, on est plus motivé. Ça, c'est un élément fondamental. Avoir l'impression de choisir. Je me retrouve à être responsable du comité environnement dans mon syndicat de professeurs au Collège de Rosemont. J'ai eu l'impression qu'on m'invitait plus qu'on insistait. Puis souvent, pour la création des comités comme ça au sein du syndicat, on va inviter les gens, puis on accepte vraiment que ce soit un oui ou un non. Des fois, c'est nous-mêmes qui nous mettons de la pression. Si je veux favoriser la coopération, c'est important que moi, j'insiste pas auprès de l'autre personne pour qu'elle fasse une tâche ou qu'elle se joigne au projet. Sinon, je risque de me ramasser avec quelqu'un qui va venir, qui se sent obligé d'être là, puis qui va pas être très motivé. Dans les projets, pensez à des gens qui s'investissent peu dans le projet. Est-ce que ça se peut qu'on ait mis de la pression pour qu'ils fassent une tâche ou qu'on ait mis de la pression pour qu'ils joignent le projet? Ça peut expliquer leur manque de motivation, ça peut expliquer qu'ils ne remettent pas ce qu'ils ont à remettre ou ce qu'on attend d'eux, par exemple. Ça pose une question importante. Qu'est-ce qui est prioritaire pour moi et est-ce que c'est prioritaire pour l'autre personne? Puis dans quelle mesure est-ce que ce qui est prioritaire pour moi devrait aussi être prioritaire pour l'autre personne? C'est une question qu'on doit se poser, puis on doit trouver une réponse claire à l'intérieur de nous-mêmes pour éviter de mettre de la pression sur les autres si on veut qu'ils coopèrent plus efficacement. Sinon, ils vont coopérer avec une impression de coercition, puis ça va être moins efficace en termes de coopération. Une piste à retenir pour inviter efficacement, on évoque le but. On parle du but à la personne. Ensuite, on l'invite à prendre une tâche ou à joindre le groupe. Ça fait en sorte qu'on va avoir une participation qui va être optimale dans ce cas-là. On aime mieux que la personne elle dise non et qu'elle ne soit pas là ou qu'elle ne prenne pas la tâche,
puis trouver quelqu'un qui est vraiment motivé, que d'avoir quelqu'un qui va venir puis qui fera pas la tâche ou qui va se joindre puis qui participera pas, qui va manquer des réunions par exemple. On passe au prochain point, la conscience collective du but. Je pense à un groupe de musique d'un ami. Dans son groupe de musique, à une certaine époque, il ne s'entendait pas sur les buts qu'il poursuivait, sur le but qu'il poursuivait. Il y en a un qui voulait publier, qui voulait sortir des chansons, qui voulait faire un album. Il y en a d'autres qui étaient là pour pratiquer, pour avoir du plaisir à jouer de la musique, simplement. D'autres qui étaient là pour voir des gens puis socialiser. Le but n'était pas présent. En fait, il n'y avait pas de but commun. Puis chacun n'était pas très conscient du but qu'il poursuivait. Un des buts sur lesquels ils pouvaient s'entendre, c'était de pratiquer des chansons puis arriver au local de pratique avec les chansons en question préparées, puis chacun connaissait ses parties. Plusieurs symptômes qui montrent que le but collectif n'était pas très présent à l'esprit des gens. Il y en a un qui était frustré parce que les autres n'avaient pas assez préparé leur partie. Il y en a qui ne remettaient pas ce qu'il y avait à faire. Si, mettons, quelqu'un s'engageait à acheter un haut-parleur, ben, il était supposé l'acheter pour vendredi, puis finalement, ben, il arrivait vendredi, puis il n'avait pas acheté le haut-parleur. Il y en a qui se mettaient à écrire frénétiquement des courriels, des messages qui appelaient, fait qu'il y avait un envahissement de communication qui finissait par taper ses nerfs des autres membres. Puis finalement, ça créait de l'anxiété à chacun, qui avait un peu toujours peur des tensions qui commençaient à naître dans le groupe. Il y avait un problème clairement de but collectif qui n'était pas précisé et les gens n'étaient pas conscients de c'était quoi qu'ils poursuivaient comme but le groupe ensemble. Ça forme notre premier élément, on va en avoir 3. On va l'appeler petit a. Petit a pour rester attentif au but, puis faire en sorte aussi que le but il va rester dans l'esprit de tout le monde. Essayer de faire vivre le but collectif dans la tête de chaque personne. On n'a pas nécessairement les mêmes préférences personnelles. On peut avoir tendance à poursuivre un but qui n'est pas le but collectif, nous comme personne. Fait au sein du groupe de musique, par exemple, la personne à qui je pense poursuivait l'idée de sortir un album. Mais les autres, ils ne s'étaient pas entendus là-dessus. Le but collectif, c'était de pratiquer des tunes. Fait qu'une fois qu'on arrive au local puis qu'on pratique la tune, on est satisfait. Puis il y avait la possibilité aussi de jouer des concerts en public. Fait que ça, c'était un but qui était plus collectif. Fait que la personne qui poursuit l'idée de faire des chansons originales, de composer et d'enregistrer l'album, dans ce groupe-là, c'est plus une question de préférence personnelle, qui est distincte du but collectif. Ça demande de faire la paix et peut-être des fois de faire le deuil aussi d'objectifs personnels qu'on vise qui ne correspondent pas à l'objectif collectif que tout le monde peut viser, puis qui va être rassembleur, puis qui va faire en sorte qu'on va coopérer plus efficacement. Ce que je vous présente là, ce sont des notions pour la coopération. Ça s'applique particulièrement bien dans un projet collectif avec un fonctionnement horizontal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef. Pensez à une entreprise où il y aurait un PDG, il y aurait des directeurs, il y aurait des gens qui dirigent, des superviseurs, des gérants. Bon. Bien, ces gens-là sont responsables de faire vivre le but collectif. Mais si on est dans un projet de citoyens, par exemple, bien, il n'y a pas de chef. Fait qu'il faut arriver à s'entendre puis à collaborer efficacement. Chacun est responsable d'intervenir s'il sent que le but collectif commence à être flou. Pour ça, entre autres, je vous donne l'exemple du groupe de musique où il n'y a pas de chef du groupe de... En tout cas, dans ce groupe de musique-là, il n'y avait pas de chef. Fait que c'était à chacun de dire « Hey, on s'est pas entendu pour faire un album, là, on s'est entendu pour jouer, préparer des pièces. » Puis je pense que ça pourrait peut-être être le fun de jouer, de faire des concerts live. T'sais, ça me fait penser aux Beatles qui ont fait l'inverse en fait. En 66, ils se sont entendus pour lâcher complètement les concerts live et juste faire des albums. Fait que c'était le but collectif poursuivi. Dans les derniers exemples, j'ai parlé, dans le fond, j'ai mis la table un peu pour des conflits de buts où les gens ne s'entendent pas sur les buts. Je vais utiliser un autre exemple pour illustrer le premier élément dans qu'est-ce qu'on fait une fois qu'il y a un conflit de buts. Mais le premier élément, c'est d'accepter le but collectif. Dans le groupe Vélo Fantôme, qui pose des vélos blancs à chaque endroit où un cycliste décède, on s'entend sur un but collectif de sécuriser, de militer pour qu'on ait des infrastructures sécuritaires pour les cyclistes et pour les piétons. Une fois ce but atteint là, à un endroit où une personne est décédée, bien, une des décisions qu'a prise le collectif, c'est de dire on retire le vélo blanc parce que l'infrastructure est sécurisée et parce que la famille accepte qu'on retire le vélo blanc. Le 2 mai dernier, c'est ce qui a fait en sorte qu'on a retiré le vélo blanc de Mathilde Blais sur Saint-Denis au coin de Descarrières et le vélo est maintenant au musée de la civilisation à Québec. Pendant la cérémonie, le frère d'une personne qui est décédée en vélo, le cycliste qui est décédé, c'est Bernard Carignan au coin de Jean Talon et Saint-Denis à Montréal. Son frère, Francisco Carignan, n'était pas d'accord, lui, qu'on retire les vélos blancs. Lui,
Le but qu'il poursuit, c'est de laisser les vélos blancs en permanence comme des rappels, comme des signes forts, de dire qu'il y a des gens qui meurent parce que les infrastructures sont trop dangereuses. Il faut pas juste laisser la cohabitation entre les usagers de la route aller avec un principe de courtoisie. Il faut mettre des infrastructures et les vélos blancs sont là pour nous rappeler l'importance de travailler pour construire ces infrastructures-là. Le collectif Vélo Fantôme, lui, est plus d'avis qu'une fois qu'on a sécurisé l'infrastructure, on retire le vélo blanc, puis dans ce cas-ci, on a mis une plaque. Francisco Carignan est quand même venu à la cérémonie parler. Fait qu'il a, en quelque sorte, accepté, lui, c'est pas sa préférence de fonctionnement, mais il a, en quelque sorte, accepté le but collectif et ses modalités qui viennent en disant, ben, on installe un vélo, puis on le retire si les deux conditions sont réunies, la famille est d'accord et les infrastructures sont sécurisées. Pour le vélo de son frère, il va refuser que le vélo soit retiré. Mais ça, c'est pas lié au but collectif, c'est un but personnel qui poursuit en tant que membre de la famille, qui peut prendre une décision par rapport à son vélo blanc à lui, mais pas par rapport aux autres vélos blancs dont s'occupe le groupe Vélo Fantôme. Autre possibilité, on peut essayer de modifier le but collectif. Par exemple, dans l'exemple des vélos blancs, Francisco Carignan pourrait décider de militer pour changer l'objectif de Vélo Fantôme, puis éventuellement, Vélo Fantôme pourrait dire, nous, notre objectif, c'est d'installer des vélos blancs de façon permanente aux endroits où il y a des cyclistes qui sont décédés. Évidemment, la personne qui change de but ou qui adhère plus au but collectif, ben, elle peut décider de s'en aller, tu sais. Pour départager un peu, on peut se poser la question suivante. Si c'est flou pour nous, on n'est plus sûr si on adhère au groupe, si on veut rester dans le groupe, si on veut partir, on peut se poser la question suivante. Qu'est-ce que je serais en train de faire si en ce moment-là, je faisais ce qui est vraiment important pour moi? Ça se peut que la réponse ce soit « ouais, ben c'est pas au sein de ce groupe-là, je suis mieux de quitter puis de poursuivre mon objectif à moi, d'aller chercher des gens qui vont poursuivre avec moi un autre objectif. » Je vous envoie la balle dans votre camp. Pensez à un projet auquel vous participez. Ça peut être un projet dans votre travail. Vous êtes en équipe avec d'autres collègues dans le même bureau. Peut-être que vous êtes des collègues de différents bureaux ensemble pour un projet. C'est peut-être votre équipe, c'est peut-être toute votre organisation qui poursuit un but. Vous êtes peut-être membre d'un collectif comme Vélo Fantôme. Vous êtes peut-être membre d'un groupe de musique. C'est quoi votre but à vous? Souvent, ça prend un certain temps avant de trouver vraiment c'est quoi notre but à nous. C'est quoi le but du projet? Le projet comme entité, là, les gens, ils poursuivent quoi tous ensemble? Finalement, si c'est un projet qui s'inscrit dans une organisation plus vaste, par exemple, moi je suis professeur au Collège de Rosemont, je participe à différents projets au Collège de Rosemont, bien, c'est quoi le but général du Collège de Rosemont? Bien, comme mission d'enseigner et de transmettre des connaissances. C'est quoi le but de votre organisation s'il y a lieu? Si vous êtes dans un groupe de musique, si c'est ça le projet auquel vous pensez, bien, c'est un peu moins pertinent ici cette question-là. Une fois que vous avez trouvé les différents buts, est-ce que vous constatez qu'ils sont en phase? Ou bien vous voyez qu'il y a un conflit. S'il y a un conflit entre différents buts, entre un des trois buts avec les autres, la première question c'est est-ce que je suis prêt à accepter le but du projet, puis à me joindre, puis à viser le but du projet? Est-ce que je souhaite modifier le but du projet, puis aller voir les autres pour les convaincre de poursuivre un autre but? Ou bien est-ce que vous êtes prêt à partir du projet? Vous dites non, finalement, mes buts sont incompatibles avec les buts du projet. Ce sont les trois grandes pistes de solution quand on constate qu'il y a un conflit entre les buts. Il y a plusieurs autres dimensions qu'on pourrait aborder en parlant de coopération. J'en ai choisi une en particulier, les rôles. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les rôles facilitent la coopération? Quand chaque personne a un rôle reconnu, puis un rôle qui est estimé par les autres personnes dans le groupe, ça favorise la coopération. On s'attend un peu plus clairement à ce que chaque personne joue son rôle. Et nous-mêmes, si on connaît notre rôle et qu'on sent qu'on est estimé pour le rôle qu'on joue, ben, on va avoir envie de collaborer davantage. On va voir deux grands types de rôles. Le premier des deux grands domaines de rôle, ce sont les rôles liés à la tâche. Les gens qui naturellement ont tendance à proposer des idées, proposer des méthodes, proposer des objectifs, on pourrait les appeler des proposeurs. D'autres personnes ont tendance à chercher des solutions concrètes. Plus terre à terre, cherchent à résoudre des problèmes qui se manifestent et aiment ça se mettre à la tâche de façon concrète, sur le terrain. D'autres personnes, naturellement, ont tendance à prendre des notes. D'autres personnes cherchent à clarifier ce qu'on fait, par exemple, à clarifier l'objectif. D'autres personnes aiment ça organiser les choses. Fait que ce sont tous des rôles qui sont plus liés à la tâche.
Le deuxième grand type de rôle, ce sont les rôles socio-émotifs. Des personnes, par exemple, qui vont encourager les autres, qui vont synthétiser différents points de vue ou qui peuvent évoquer des compromis quand ils sentent qu'il y a des tensions puis qu'il y a des points de vue divergents. Ça peut aussi être d'offrir de la nourriture, s'assurer du confort des gens. Il y en a qui vont utiliser l'humour pour détendre l'atmosphère. Tout ça permet au groupe, c'est pas directement en lien avec la tâche qu'on poursuit ou avec l'objectif qu'on poursuit, mais tout ça permet au groupe de garder des liens sociaux, un fonctionnement qui va faire en sorte qu'on va plus facilement atteindre les objectifs. On a tardé un peu à reconnaître officiellement ces rôles-là, mais on voit dans la recherche sur les relations interpersonnelles que ces rôles-là, ils sont fondamentaux dans une équipe, puis que ça fait en sorte que l'équipe va mieux fonctionner à long terme et va davantage atteindre ses objectifs. Évidemment, s'il y a un équilibre entre les rôles socio-émotifs et les rôles liés à la tâche. Sinon, ça devient un club d'amis où on fait juste parler pour avoir du plaisir, puis on ne poursuit pas la tâche. Fait que ça prend un équilibre entre les deux types de rôles. Je vous pose la question, c'est quoi le rôle que vous avez tendance à jouer? Est-ce que c'est plus un rôle lié à la tâche ou c'est plus un rôle socio-émotif? Puis ce serait lequel dans ceux qui sont là ou dans ceux qu'on a vus précédemment?